n'êtes pas là pour ça, Monsieur le Président. Vous êtes venu à Carmou il y a 2 ans et vous ne tenez pas vos promesses. Non, vous ne tenez pas dans le sens. My government is pro-business. Jaurès, il ne parlait pas comme vous. Sur place, Ebola se propage comme un feu de forêt. Direction le nord de l'Irak, au plus près des lignes de front entre les combattants kurdes et les djihadistes de l'État islamique. Nous n'avons plus rien à vous offrir. Ne continuez pas à venir. Nous sommes au bord de la faillite. Aujourd'hui, presque tout ce qui forme notre jugement sur le monde repose sur l'autorité des écrans. Comment ne pas fuir la réalité qu'on nous y présente ? Comment ne pas traiter d'utopiste celui qui voudrait la changer ? Y a-t-il une conciliation possible entre notre vie quotidienne et nos aspirations les plus profondes ? Entre le réel et l'idéal ? Un soir, que le jeune Jaurès se laissait enivrer par l'immensité du ciel étoilé, il imagina que parce qu'ils étaient de même nature, nos plus beaux rêves pourraient trouver, dans le mystère de ces sphères si lointaines, un écho familier. Mais bien vite, il se ressaisit. Comme il était naïf, lui, un enfant. À cette pensée, la profondeur amicale de la nuit se changea en un abîme d'indifférence et de silence glacé. Oui, l'homme est bien minuscule devant l'immensité de l'univers. Mais à l'intérieur de cet homme de rien du tout, il y a un esprit qui est capable de concevoir l'infini. En 1891, après son premier mandat de député, Jaurès soutiendra sa thèse de philosophie, de la réalité du monde sensible. C'est là qu'il posera les fondements de sa pensée politique. Dès le début, il nous met au défi. Le monde sensible que nous voyons, que nous touchons, où nous vivons, est-il réel ? Pourquoi m'ennuyer avec ces questions ? S'exclamera l'homme pragmatique, lui qui ne tient pour réel que ce qu'il peut voir, toucher, manger, dépenser. Sa vie quotidienne ne s'embarrasse pas de prises de têtes inutiles. Mais quand vient le défi d'une situation nouvelle, quand vient l'occasion de changer l'histoire, n'est-il pas pris au piège de ses habitudes ? Jamais il ne pourra être résistant. D'un autre côté, le philosophe, épris d'idéal, connaît bien les concepts qu'il répète. Justice, égalité, liberté. Mais s'isolant du monde à force d'abstraction, lui non plus ne deviendra jamais résistant. Ce dilemme touche directement au débat philosophique de l'époque de Jaurès. Alors que le positivisme règne en maître, les faux débats vieux comme le monde ressurgissent. D'un côté, il y a le matérialisme, une doctrine populiste pour laquelle l'histoire est déterminée par des forces et où les idées des hommes n'ont aucune influence. De l'autre, il y a l'idéalisme, une doctrine souvent bourgeoise qui ne croit que dans les idées et voit les conditions matérielles des hommes comme une illusion. De là, il est facile de tout intellectualiser, si bien que des courants vont émerger dans tous les coins. Positivisme, vitalisme, éclectisme, spiritualisme, c'est la surenchère. Mais dans tous les cas, les choses ne sont vues que sous un seul angle. La réalité, vidée de sa substance, est réduite à une théorie mécanique. Du passé au présent et du présent au futur, comme dans nos vieux cours d'histoire, le monde se fait sans nous, sans volonté, sans espoir. Alors, dans cette époque qui a vu paraître sur l'inégalité des races humaines de Gobineau et l'origine des espèces de Darwin,
Les esprits ne peuvent être soumis qu'à la fatalité et à la loi du plus fort. L'élite en profite. Chez les intellectuels, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tels Maurras, Barrès, Valéry ou encore Sorel, on entend les pires horreurs. Comme dans la bouche de Vacher de Lapouge, proche de Jules Guesde, puis membre de la SFIO. Il n'y a pas de droit de l'homme, pas plus que de droit du tatou à 3 bandes, du gibon syndactyle ou du bœuf qui se mange. Il n'y a que des forces. Fraternité, soit, mais malheur aux vaincus. La vie ne se maintient que par la mort. Pour vivre, il faut manger. Tuer pour manger. Arrive alors ce qui doit arriver. Dans ce monde où chacun a sa place, chacun va devoir se battre pour la garder. La France n'a pas encore cicatrisé les plaies de 1870. Ce sera dans la revanche, la reconquête de l'honneur et de l'Alsace-Lorraine qu'elle va chercher son identité. La menace de guerre n'est donc pas le seul fait des rapports géopolitiques. Jaurès l'a bien compris. Il va falloir combattre la matrice qui a conditionné les esprits. C'est là que va entrer en jeu la dimension philosophique de son combat. Il va falloir rendre à l'homme son droit à l'infini. Pour moi, je crois d'une foi profonde que la vie humaine a un sens, que l'univers est un tout, que toutes ses forces, tous ses éléments conspirent à une œuvre, et que la vie de l'homme ne peut être isolée de l'infini où elle se meut et où elle tend. Voilà donc cet ardent défenseur de la laïcité, ayant combattu pour la séparation de l'Église et de l'État contre les dogmes stérilisants de la religion, qui répond en 1910 à la Chambre par sa thèse de philosophie, où il défend le caractère divin de l'homme et de la nature. Pour les pragmatiques et les idéologues du camp socialiste, c'est inacceptable. Impossible de classer Jaurès politiquement. Sa pensée, imprenable, se dérobe à quiconque tente de la posséder. C'est comme si elle échappait aux lois de la logique. Mais là est justement toute la question. Les mathématiques, avec la quantité, le nombre, la mesure, sont en quelque sorte la prosodie de l'univers. La poésie, c'est-à-dire la vérité, est ailleurs. Placer la poésie au-dessus des mathématiques. Si pour nous, comme pour ses contemporains, ce propos paraît fou, n'est-ce pas que nous avons été habitués très tôt à la sélection par les maths ? Quittons Jaurès le temps d'une expérience de géométrie. Posons-nous le défi de doubler la surface d'un carré. Nous verrons qu'il n'est pas possible, par le calcul mathématique, de construire un carré B qui soit doté d'une surface double de celle du carré A. Qu'il faut forcément recourir à une action géométrique constructive. Essayons d'abord de doubler la longueur du côté. C'est trop grand, on a quadruplé la surface. Essayons avec la moitié du côté. Et non, c'est encore trop grand. Peut-être avec le tiers du côté alors. Cette fois, c'est trop petit. Essayons une autre méthode, à partir des surfaces et non des côtés. La surface est bien doublée, mais on obtient un rectangle. Comment diviser par 2 cette surface ? Ah, on dirait que cette fois c'est la bonne. L'élément qui a été décisif pour passer au carré B est la diagonale du carré A. C'est d'elle que vient le concept mathématique de la racine carrée. Le symbole de la racine lui-même, tel que nous le connaissons, vient de la jonction des éléments qui ont fait l'objet de notre cheminement. Le côté du carré A
et sa diagonale, qui est aussi le côté du carré B. En géométrie donc, comme en physique, les mathématiques ne sont pas la cause du changement. Elles en sont la traduction dans un langage utile, mais qui n'est pas le moteur de l'action. En fait, le monde n'existe pas sans le changement. Car si nous n'avions pas transformé le carré A, aurions-nous pu faire naître le concept de racine carrée ? Non. Allons un peu plus loin. On peut remarquer que la diagonale, malgré sa longueur finie, n'a pas de mesure numérique finie si on la compare aux côtés. C'est comme si la diagonale n'était pas constructible dans le domaine mathématique, mais seulement dans la géométrie. En fait, dans cette diagonale et cette racine carrée est contenue une notion d'infini, dont la géométrie et la matière usent constamment pour s'organiser et se développer. Mais cet infini eût-il pu se faire jour sans un esprit humain qui le reconnaisse et crée une action pour le révéler ? Et comment cet esprit aurait-il pu reconnaître ce caractère infini contenu dans la matière s'il n'avait pas lui-même sa propre part d'infini, malgré le caractère délimité du cerveau qui le contient ? Une dernière question. Sans l'étape d'arrivée, c'est-à-dire le carré B, aurait-on pu trouver le moyen d'y parvenir ? Non. Il fallait qu'il y ait déjà une idée préalable de B. Le carré A n'aurait pu à lui seul, avec ses petits bouts de traits, ses 4 côtés et ses 4 angles droits, donner naissance au carré B. C'est l'idée de l'état futur de A qui, tout en le transcendant, lui donne les moyens de se transformer. Que nous montre cette expérience géométrique, même en 2 dimensions ? Que notre univers n'est ni une formule d'algèbre, ni un tas de matière morte. Qu'il n'est ni pure idée, ni pure matière. Que même là où l'on croirait n'avoir besoin que de calculs logiques ou de lignes bien visibles et finies, apparaît et se mêle à la matière ce qui est de l'ordre de l'infini, de l'invisible, du futur, et donc de l'esprit. Déroutant, n'est-ce pas ? Mais si l'on y réfléchit bien, comment même notre cerveau pourrait-il engendrer des idées nouvelles, des percées scientifiques, s'il n'était déterminé que par les rouages mécaniques de la matière, réaction chimique après réaction chimique ? Comment l'univers, comment l'humanité pourrait-il accomplir des progrès s'il n'était déterminé que par les seules propriétés de la matière existante, et donc du passé ? Ainsi, pour tous les vivants, à quelque période de l'univers qu'ils apparaissent, le problème de l'infini se pose tout entier. En 1895, Jaurès oppose sa vision à celle du député socialiste Paul Lafargue lors de la conférence contradictoire organisée auprès des étudiants collectivistes de Paris. Le thème ? L'idéalisme et le matérialisme dans la conception de l'histoire. Lafargue est le gendre de Marx, un orthodoxe du matérialisme, et donc farouche détracteur de Jaurès. Pour lui, l'histoire se réduit à la lutte entre classes supérieures et inférieures, définie par les rapports économiques de production. L'homme, et avec lui tout ce qui compose sa conscience, n'est plus que l'unique produit de ces rapports économiques. De l'anthropophagie à l'esclavage, de l'esclavage au féodalisme, du féodalisme au salariat, et du salariat à l'âge d'or du communisme, l'homme ne fait que s'adapter aux conditions objectives de l'ordre établi. Dans cette mécanique linéaire et implacable, où chaque étape ne découle que de celle qui précède, c'est l'existant et le passé qui sont la cause de l'avenir. Écoutons la réponse de Jaurès. Si je prononce en ce moment des paroles, c'est bien parce que l'idée que j'exprime en cette minute a été longuement amenée par une idée antérieure et par toute la suite des idées antérieures. Mais c'est aussi parce que je veux réaliser dans l'avenir, que je vois devant moi, un but, une intention,
une fin, en sorte que ma pensée présente, en même temps qu'elle est déterminée par la série des pensées antérieures, semble provoquée par une idée d'avenir. Or, il en est de même dans l'histoire, et en même temps que vous pouvez expliquer tous les phénomènes historiques par la pure évolution économique, vous pouvez aussi les expliquer par le désir inquiet, permanent que l'humanité a d'une forme supérieure d'existence. Avant l'expérience de l'histoire, avant la constitution de tel ou tel système économique, l'humanité porte en elle-même une idée préalable de la justice et du droit, et c'est cet idéal préconçu qu'elle poursuit de forme de civilisation en forme supérieure de civilisation. Voilà le socialisme de Jaurès. Non pas une opinion politique, mais une idée de l'avenir, portée par l'imagination et la volonté des hommes. Une idée nécessaire pour libérer le présent des lois féodales de la matière. Alors la justice sociale sera assurée, par un travail créateur, continuant l'œuvre créatrice de la nature. Un travail nécessaire à notre univers pour accompagner sa naturelle progression vers des formes toujours supérieures d'existence. S'il se voue à cet effort créateur, le patron ne sera plus forcément tyrannique, ni l'ouvrier opprimé. Le pragmatique ne sera plus condamné à la prison impuissante du matérialisme, ni le philosophe à la stérilité des théories abstraites. L'idéal, épousant le réel dans un mouvement constant, résoudra progressivement les contradictions et les luttes. Le combat de Jaurès est plus que d'actualité. La matrice qui mena jadis les esprits à la guerre est à nouveau parmi nous. Elle puise sa source dans le pragmatisme et le refus du progrès, le divertissement et les faux idéaux. Le plus grand nombre oublie d'imaginer l'avenir. Mais le monde a besoin de la puissance de notre esprit. Le combat de Jaurès n'est pas fini. Si nous reprenons le flambeau.